Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de Tirreno Adriatico, la dernière étape. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de San Benedetto del Tronto, avec cette étape qui était plutôt destinée au sprint. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts, les TikTok, shorts sur YouTube, TikTok, les petites vidéos, juste après l'arrivée des courses quand je les regarde en direct. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Et puis vous avez les petites cloches, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et deux playlists également, Paris-Nice, Tirreno Adriatico. Comme ça vous pouvez voir si vous avez raté une vidéo. Je précise que j'enregistre cette vidéo tardivement, on va dire, seulement mardi. Tout simplement parce que il s'avère que j'ai regardé cette course que lundi et que ensuite j'ai rattrapé énormément de retard, notamment que j'avais sur le biathlon, notamment que j'avais aussi sur la moto, que j'ai pas encore enregistré. Je sais pas si je ferai des vidéos même sur la moto, je verrai pendant l'année. Et donc il a fallu rectifier tout ça. On commence avec cette vidéo. Ça a été une étape assez classique du côté de San Benedetto del Tronto. C'est un début de journée où on laisse partir un petit peu l'échappée. Et puis quand on arrive sur le circuit final à mi-étape, là ça commence à rouler un petit peu plus fort. Et on a repris les échappées assez loin de l'arrivée avec un sprint pour finir avec ce final qui était assez technique dans le dernier kilomètre entre le rond-point plus une chicane qu'il fallait prendre. C'était pas évident du côté des coureurs, mais ça s'est plutôt pas trop mal passé sur ce sprint. On a eu quand même pas mal d'abandons sur cette dernière étape parce qu'au final ils ne sont que 125 à l'arrivée, alors que pourtant les conditions étaient plus faciles qu'à Paris-Nice. On a eu pas mal de coureurs qui n'ont pas pris le départ, comme Guermeil, Martinez par exemple, ou Walscheid, et puis des pilotes, des coureurs qui ont abandonné. Je pense notamment à Merlier qui a abandonné, Tuns encore une fois, ou Bauhaus également, qui n'était pas au départ de cette étape. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec le vainqueur du jour, Jonathan Milan. Ça s'est bien passé pour Jonathan Milan. Pourtant, j'avais un peu peur, parce que j'avais regardé la liste des non-partants avant de voir l'étape. Et j'avais vu, il n'y avait pas Edward Tuns, et je m'étais dit, sans Edward Tuns, qui a quand même eu un rôle important sur certaines étapes, je me disais, c'était peut-être un peu compliqué. Et puis, ils s'en est très très bien sortis avec Simone Consoni, qui a fait un énorme travail pour aller rechercher Boerhaave déjà. Et puis en plus, derrière, ça a permis d'emmener au sprint parfaitement Milan. Ça fait partie des très très bons sprinteurs aujourd'hui, Jonathan Milan du peloton. Et puis tu t'aperçois que comme ça fait partie des sprinteurs qui passent bien les bosses, on l'a vu notamment sur le Tour de la Communauté de Valence, mais sur la Croix-Rousse également, eh bien l'avantage c'est que c'est un sprinter qui garde de l'énergie pour les derniers jours de course. Là, on a eu 2 étapes difficiles. Le sprinter qui gagne après ces 2 étapes difficiles, c'est Jonathan Milan. C'est pas forcément une surprise parce que c'est un mec qui passe encore une fois bien les bosses. Donc ça, c'est forcément un avantage pour le coureur italien qui a remporté déjà l'étape de Giulianova également, qui était une étape longue. Et qui a été le sprinter quasiment le plus régulier de la semaine, parce qu'avec Philipsen qui est tombé une fois, qui aujourd'hui n'a pas participé au sprint, et puis Merlier qui n'a pas été très performant, je dirais, sur toute la semaine, et c'est le mec qui a été le plus en vue sur cette compétition. Donc ça, c'est assez intéressant. On le retrouvera à Milan-San Remo, du côté de l'Italie, et puis on le verra à Gand. Milan-San Remo, ce sera déjà sa deuxième participation à cette épreuve, où il avait fini 115e en 2022, 128e en 2023. Il a fait aussi 2 Paris-Roubaix où il a abandonné à chaque fois, et un Tour des Flandres où il avait abandonné pour ses résultats sur les monuments. Mais oui, j'attends de voir ce que ça va donner du côté de Milan sur une course comme Gand, parce que je pense qu'un coureur qui est capable de passer. Et puis, bien entendu, son objectif majeur, c'est le Tour d'Italie. Et puis ensuite, derrière, ce seront les Jeux Olympiques pour Jonathan Milan, parce qu'il y aura la poursuite par équipe avec notamment Filippo Ganna. Mais semaine très intéressante
où il remporte le classement au maillot vert également sur cette dernière étape, ce qui montre qu'il a été le plus régulier avec 44 points devant Ayuso et Philipsen qui prend la 3e place de ce classement. Là encore avec une régularité qui a été très intéressante de la part du coureur italien. Deuxième coureur top, Agnoloski. Alors autant, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la presse, Vasseur a dit on s'attendait à mieux sur Tirreno, sur Paris-Nice de nos leaders. C'est vrai que depuis le début de saison, que ça soit Izagirre, Guillaume Martin, pour le moment c'est un peu léger. J'ai même envie de dire Brian Cocard. Par contre, sur les sprints avec Frétin notamment et Agnoloski, ça se passe plutôt bien. Parce que même Axel Zingler également, qui a été présent sur cette semaine de compétition, il marque des points. Alors oui, c'est pas suffisant en termes de points UCI, mais quand même Agnoloski, c'est 20 points. Et depuis le début de saison, Agnoloski, ça doit être 35 points UCI, puisqu'il en avait marqué 15 sur l'UAE Tour. Frétin en avait marqué aussi, parce qu'il avait fait le travail pour Frétin sur ces étapes-là. Si on regarde Frétin, je sais pas si j'ai... Tac. Parce qu'en plus, lui, il a un contrat que d'1 an, Agnoloski. Donc, en plus, c'était pas une énorme prise de risque, j'ai envie de dire. Donc, c'est plutôt bien. Milan Frétin, lui, il en a marqué 180 de points UCI avec l'UAE Tour et le Denander. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Lui, qu'on retrouvera sur nos Corse demain. Milan Frétin, qui sera ensuite sur Bruges de Panne. Mais pour le moment, c'est des coureurs qui apportent des points à leur formation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis Agnoloski, encore une 5e place. C'est une belle course de la part du sprinter polonais qui avait aidé Axel Zingler. Et je trouve que ça se passe bien, même le relationnel entre les deux. Tu sens qu'ils font du bon job. Donc c'est bien, voilà, belle journée d'Agnoloski. C'est pas toujours simple quand tu perds ton sprinter de faire le job en tant que sprinter numéro 1. On a vu notamment Hugo Page qui a eu du mal sur cette étape-là. Mais lui, s'en est très très bien sorti. Donc voilà, bien du côté d'Agnoloski. Et puis je termine avec Christophe. Belle 2e place. Alors il a profité du coup de force de Varechkiol dans le final. Mais il fait un très beau sprint, Alexander Christophe. C'est peut-être même son sprint le plus intéressant depuis son début de saison. Parce que jusqu'à maintenant, ça avait été un petit peu timide. Ouais, 3e place à Oman, mais sinon ça n'avait pas été... Et puis 2e au Trofeo Palma. Donc c'est bien, avec une grosse opposition, bien plus importante qu'au Trofeo Palma, du côté du coureur de Uno X, qui montre qu'il est encore en capacité d'aller faire des sprints quand il y a un peu moins d'adversité, qu'il est toujours là. Ça montre aussi du côté de Uno X que on n'a peut-être pas forcément le poisson pilote. Parce que t'as beau dire, mais Christophe, cette semaine, on l'a utilisé comme poisson pilote de Varechkiol. J'ai pas trouvé ça très efficace. Et à l'inverse, quand tu mets Varechkiol, poisson pilote de Christophe, c'est pas efficace non plus. Donc, il faudra peut-être trouver un autre coureur pour emmener Christophe ou un autre coureur pour emmener Varechkiol. Parce que déjà l'année dernière, sur le Tour de France, c'était comme ça. C'était Varechkiol, poisson pilote de Christophe ou inversement. Ça n'avait déjà pas marché. Là, ça n'a pas été plus efficace. Parce que un sprinter n'est pas forcément poisson pilote. On a vu des très bons poissons pilotes ne pas être bons sprinters. Je pense notamment à Mark Renshaw, qui a été l'exemple typique d'un excellent poisson pilote, mais qui a été très mauvais sprinter. Et à l'inverse, vous avez des très bons sprinters qui ne sont pas poissons pilotes. Je pense à Pasqualone. Par exemple avec Christophe, ça s'était mal placé parce que je pense qu'il voulait pas se mettre au service de Christophe, mais voilà, c'est pas forcément évident pour un sprinter numéro 1 de devenir poisson pilote. Je pense Boasson-Hagen aussi, qui a rarement été un bon poisson pilote pour Turgis notamment chez Total Energy, parce que c'est un sprinter numéro 1 tout simplement. Donc là, on va voir ce que ça va donner chez Uno X, mais je pense que ça serait intéressant de trouver un autre coureur pour emmener les sprints pour Christophe ou pour Varechkiol. On passe tout de suite au bonnet d'âne. 3 bonnets d'âne pour cette journée. Je commence avec Carapaz. J'ai eu très peur pour Carapaz. C'est-à-dire qu'il part en échappée pendant toute la journée, puis à 23 km de l'arrivée, grosse chute de Carapaz. Là, je me suis dit... Ça sent très mauvais, parce que j'ai vu la chute et je me suis dit, oui, ça sent l'épaule. Ça sent l'épaule, ça, parce qu'il tombe quand même très fort.
Et puis j'ai envie de dire, comme assez souvent dans le cyclisme, bah, c'est pas toujours les chutes les plus spectaculaires qui font le plus mal. Parce que là, c'était spectaculaire, hein. Il tombe violemment. En plus, on est à haute vitesse. Mais bah, il s'en sort qu'avec des dermabrasions. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Carapaz. Après, malgré tout, la semaine n'a pas été exceptionnelle de la part de Richard Carapaz. Alors il est présent dans les échappées, mais on n'est pas sur... en fait, Carapaz, depuis qu'il est chez EF, pour le moment, on n'a pas vu forcément son niveau. Pour le moment, c'est trop léger. Alors certes, il avait fini deuxième du Tour de Colombie, mais il n'y avait pas une grosse opposition. Grand Camino, 11e, en ayant un peu du mal à finir. Là, Tirreno Adriatico, il n'est pas vraiment dans le coup pour le général non plus. Donc ça serait bien de retrouver le grand Richard Carapaz, parce que ça fait partie des coureurs qui ont un peu disparu. L'année dernière, il a eu une année très compliquée. Il a en plus un contrat encore de 2 ans. Donc pour EF, ça serait intéressant d'avoir du très bon Richard Carapaz. Alors, on le retrouvera sur le Tour du Pays Basque. Ensuite, il fera les Ardennaises, Tour de Romandie, notre prévu, puis Tour de Suisse et Tour de France pour Richard Carapaz. Donc ça serait bien pour lui d'augmenter de rythme. Parce que jusqu'à maintenant, c'est pas sensationnel sur ce début de saison. Alors que c'est dommage parce qu'il avait fini bien la saison 2023. Il a eu un petit peu de mal à renquiller sur 2024. On poursuit avec Merlier. Surprise pour moi Merlier, parce qu'il fait un énorme début de saison aux Émirats, où c'est presque le meilleur sprinter du peloton. On l'a vu sur l'étape 2, il prend la 2e place, mais il se foire complètement dans son sprint. C'est-à-dire que il part beaucoup trop tôt et sa stratégie n'est pas la bonne. Et ensuite, il a disparu. C'est-à-dire qu'ensuite, on ne l'a pas vu de la semaine. Il abandonne là, dans cette dernière étape, où il n'y a que 1500 mètres de dénivelé positif. Alors peut-être parce que les sensations n'étaient pas bonnes, mais c'est quand même inquiétant de passer comme ça d'un niveau qui était excellent à un niveau pas top. Surtout qu'encore une fois, sur la 2e étape de Tirreno, il est dans le coup. C'est juste qu'il se rate complètement en termes de stratégie. S'il ne se rate pas en termes de stratégie, Philipsen ne gagne pas avec 2 vélos d'avance. Il se foire complètement. Mais là, ensuite, on ne l'a pas vu de la semaine, donc j'espère qu'il n'y a pas un problème genre à la Arnaud Delis, une douleur au genou, une petite tendinite qui s'est réveillée. C'est un truc un peu chiant à soigner, parce que ensuite il a complètement disparu, le coureur belge. Je vais dire pilote parce que j'ai fait la Formule 1 juste avant. Donc c'est pas sensationnel. Voilà, moi je m'attendais un petit peu mieux sur la semaine de Tim Merlier, que j'ai trouvé trop discret. Voilà, parce qu'il fait 87e ensuite. Après sa 2e place, il est 87e, 155e, 143e, 125e et abandon. Après pourtant, 2 victoires, 5 victoires sur cette première partie de saison. Donc oui, c'est un petit peu décevant. Lui, il fera également demain nos Corseux, où il est double détenteur du titre. Et puis ensuite, De Panne et Gand pour ces classiques belges avant le Shell des Prages, le Grand Prix de l'Escaut, et Paris-Roubaix. Ça sera la suite de son programme. Il ne sera pas donc sur Milan-San Remo, par exemple. Le coureur belge. Je ne sais pas qui y aura sur Milan, du côté de la Soudal Quick-Step. Parce que si on vient avec... Milan-San Remo. Je ne sais pas si on vient avec Julien Lafilippe. Si on vient avec Julien Lafilippe, Asgreen, Cataneo, Moscon, Pedersen, Vresek, Cerny. Bon, voilà, je ne m'attends pas à un gros résultat de la part de Soudal Quick-Step sur Milan. C'est vrai, quand je vous disais qu'aujourd'hui, cette équipe-là, c'est 4-5 coureurs, tu t'aperçois typiquement, parce que là, dans l'effectif que tu vois sur Milan-San Remo, tu vois pas qui vraiment peut faire un résultat, quoi. Parce que Julien, pour le moment, c'est encore un peu trop léger. Asgreen, sur Milan, ça grimpe trop. Cataneo, il n'y a pas suffisamment de punch. Alors, Moscon dans un grand jour. Mais sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, voilà. Toujours surpris par certaines formations qui viennent au départ de Milan. Parce que là, tu vois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'objectifs de la part de Soudal Quick-Step. Et puis je termine avec Chesbol. Quand je parlais de la difficulté de passer de poisson pilote à sprinter numéro 1, pourtant je me disais Chesbol, à une époque ça a été le sprinter numéro 1 dans certaines formations. Mais là il n'a pas réussi à s'en sortir. Pourtant il était bien entouré, il finit 13e.
peut-être un peu trop enfermé dans la portion finale, où il n'a pas réussi à faire la différence. C'est dommage parce que bon, Cavendish a abandonné assez vite. Il n'a pas pu vraiment faire du bon travail. Donc on le verra sur Milan-Torino, peut-être avec Cavendish, Milan-San Remo également, pour lui. Ça serait bien même qu'on ait un résultat pour Cavendish sur Milan-Turin. Parce que c'est vrai que là, ça n'a pas été exceptionnel jusqu'à maintenant. Et puis après, du côté de Chesbol, il y aura à travers la Flandre pour le coureur néerlandais. Mais là, c'est vrai que sur cette semaine, ça a été un petit peu compliqué là, pour le coureur néerlandais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!